Bonjour, aujourd'hui on va parler de virus géants. Alors précédemment j'ai parlé des virus. Vous savez, ces organismes qui sont des organismes vivants mais pas trop, mais un peu quand même. Mais là aujourd'hui on va parler d'une catégorie au-dessus. On estime que les virus sont relativement durs à observer. Puis surtout on estime qu'ils ne codent pas pour beaucoup de gènes, et que même la majorité de ces gènes sont vraiment du strict minimum. Puis en 2003, il y a une équipe qui a un peu chamboulé ça. Et on va voir ça tout de suite. Les virus sont présents dans tous les écosystèmes, et on en a parlé dans un épisode précédent de ça. Mais imaginez un peu la tête des gens quand ils ont découvert qu'il y avait des virus, non seulement qui étaient observables au microscope optique, mais qui en plus avaient un génome relativement gros pour un virus. Parce que oui, en 2019, il y avait 8000 génomes de virus. Classiquement des organismes qui codent pour très peu de protéines dans très peu d'espace. Sauf qu'on est en microbiologie, ça veut dire qu'il y a des exceptions partout. Et la plus grosse exception, dans le monde des virus, eh bien, ce sont les virus géants. Du coup, ils portent bien leur nom. Oui. C'est en 2003 qu'a été découvert le premier virus géant, le APMV, pour Acanthamoeba polyphaga mimivirus. On va garder APMV. C'est un virus tellement gros que lorsqu'il a été découvert, on a cru que c'était une bactérie. Alors, un virus, c'est gros de l'ordre du nanomètre, dizaines de nanomètres. Une bactérie, c'est 2 à 3 microns. C'est-à-dire qu'on a un virus qui est déjà 100 fois plus gros que la norme des virus. Déjà, vous sentez que ça commence bien. La plupart des virus géants observés ont au départ été pris pour des bactéries, comme par exemple Pandoravirus inopinatum ou Pithevirus sibericum, qui ont été tous les deux décrits comme soit des endosymbiotes, soit des parasites. Tous les virus géants appartiennent à la famille des virus larges nucléocytoplasmiques à ADN, que l'on appelle aussi NCLDV. Du coup là, je sais pas si je dois choisir l'acronyme ou le nom complet. Ils ont tous de l'ADN, double brun, rappelez-vous l'épisode sur les virus, ils sont traditionnellement composés de 5 familles. Alors, je sais que dans l'épisode sur les virus, j'avais pas parlé de ce genre de classification, parce que je suis pas virologue et je m'en étais resté à ce que je savais. Et là, voilà, il y a un peu de classification qui va arriver. Rien de bien méchant. Donc ces 5 familles sont Phycodnaviridés, les Iridoviridés, les Poxviridés, les Asphaviridés et les Ascoviridés, avec justement un ancêtre commun supposé à ces 5 familles, plus la famille des Mimivirus, des Pandoravirus et des Marseillevirus. Cocorico. Pas mal, non? C'est français. Alors il y a 2 théories différentes pour l'émergence des virus géants. La première théorie, c'est que ce serait un parasite cellulaire qui serait devenu de plus en plus fainéant et qui aurait perdu des gènes au fur et à mesure. Ne voyant pas d'intérêt à garder des gènes que son hôte peut lui filer. Et ça se soutient, il y a des évidences à ça, telles que l'existence de gènes relatives au maintien de la cellule dans des virus. On peut donc se dire qu'effectivement, c'est un parasite très flemmard. Genre, vous savez, ce colloque un dimanche matin. La deuxième hypothèse, c'est un peu l'inverse. C'est que c'est un virus normal qui aurait grossi. Et ce virus, il aurait évolué par transfert de gènes horizontal, que je vais évoquer un peu plus tard dans un autre épisode qui sera justement sur ces différents types de transfert de gènes. Donc, justement, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous le verrez. Alors cette évidence, elle est supportée un peu d'une autre manière, c'est-à-dire que il y a énormément de virus géants dans les mêmes niches écologiques, et ces virus géants partagent un peu les mêmes gènes. Donc on pourrait se dire qu'il y a eu effectivement échange de gènes. Et c'est justement cet échange de gènes qui a entraîné un virus de devenir un énorme virus, qui aurait grossi. Et ce qui est le plus curieux dans les virus géants, c'est pas forcément leur taille, c'est le fait qu'ils codent pour des choses qu'ils ne sont pas censés coder. Alors les virus géants ont ça d'assez particulier que non seulement ils sont géants, mais en plus, codent pour des choses qu'ils ne devraient pas coder. Ils codent pour de nombreux gènes dont on ne connaît pas le but, dont on ne connaît pas le produit, mais ils codent également pour de nombreux gènes qui assurent l'osmose dans la cellule, l'apport de nutriments, la réparation de l'ADN, l'entretien de la membrane, bref, des choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Un des exemples de cette complexité, c'est le virus de Cafeteria Donc le virus de Cafeteria robergensis, qu'on va abréger en CROV, c'est plus simple, et qui est un virus géant extrêmement complexe. C'est le premier virus géant capable d'infecter des algues qui a été enregistré et détecté. Il fait partie de la famille des mimivirus. Et justement, cette relation hôte-virus, elle est mise en évidence par le nombre de gènes qu'ils ont en commun, ce qui supporte l'hypothèse qu'on avait un petit peu plus tôt,
d'un virus qui aurait grossi par transfert de gènes horizontaux. Cette homologie entre le génome du virus et le génome de son hôte, elle est beaucoup observée au niveau des amibes et au niveau des bactéries, qui sont les deux plus communément infectés. Mais il y a également des algues, comme je l'ai évoqué plus tôt. Une des autres caractéristiques de ces virus, c'est qu'ils codent pour énormément de choses. Mais même si on en découvre de plus en plus et un peu plus chaque jour, on ne sait toujours pas la totalité de leur génome. Ça, pourquoi ils codent? Ils sont porteurs de gènes qui ne codent que pour des protéines spécifiques de ce genre de virus géant. Et on se retrouve par exemple avec jusqu'à 93% de gènes inconnus à l'intérieur d'un de ces virus. Les scientifiques appellent ça des orphanes. Donc le mot anglais pour orphelin. Ce sont des gènes qui sont repérés, qui ont des cadres de lecture ouverts, des Open Reading Frame, mais dont on ne connaît pas la fonction. On dit donc que ce sont des gènes orphelins, orphans. Oui, les scientifiques ont un sens de l'humour, et je vais m'arrêter là. Tu te trouves drôle? Oui, extrêmement. Mais il y a quelque chose d'encore plus bizarre concernant les virus géants, c'est comment ils rentrent. En effet, les virus géants, de l'ordre de 1 demi-micron pour les plus petits, mais un peu plus grands aussi, de l'ordre du micron, ils ont la bonne taille pour être phagocytés. La phagocytose, c'est quoi? C'est lorsqu'une cellule va entourer avec sa membrane une particule et l'avaler. Et en général, il y a une taille minimum pour ce genre de phénomène, qui est de 1 demi-micron, comme par hasard. Conspiration. Et donc, c'est un des arguments évolutifs pour l'entrée de ces virions et pour leur taille, ce serait que ils aient grossi, et que cette taille minimum de phagocytose ait joué en leur faveur pour justement sélectionner les particules de la bonne taille et leur permettre de rentrer plus facilement pour contaminer plus facilement leur hôte. Comme ils contaminent plus facilement, ils se reproduisent plus facilement. Donc là, on a un exemple d'un avantage évolutif du parasite pour l'infection de son hôte. Ça va aussi en accord avec une théorie qui dit que la taille du génome des virus géants est remplie de choses qui ne servent globalement pas à grand chose, et ça remplit l'espace, leur permettant d'être plus gros. Justement, cette taille de génome ferait qu'ils soient plus gros et physiquement prennent plus de place, donc étant plus proche de la taille minimum pour une phagocytose. Après, quand vient le temps de la sortie du virion, ça marche de la même manière. Ils explosent la cellule et en général cette pauvre cellule éclate et produit des milliers de virions. Mais il y a encore un truc encore plus fou, et qui aussi supporte l'évidence que les virus font partie du vivant. C'est que ces virus géants, ils peuvent être infectés par des virus. Virus géants, infectés par des virus. Alors, en plus de vous faire penser à un autre épisode de la chaîne, sur les fungi, que je vous invite à voir si vous l'avez pas vu, puis abonnez-vous tant qu'à faire, c'est qu'on se retrouve encore avec un cas de parasite qui infecte d'autres parasites. Donc là, on va rentrer dans une étape un peu complexe de la vie d'un virophage. Un virus infectant des virus géants, comme les bactériophages, les virus qui infectent des bactéries. C'est bien, vous suivez. Alors, le virophage, on va l'appeler Sputnik 1, parce que c'est le nom d'un des virophages, va attaquer un virus géant, qui est un mammavirus, et va se greffer dessus. Lorsque ce virus géant va rentrer dans son hôte, qui est une amibe, il va commencer le processus d'infection, parasiter son mode de réplication de l'ADN, détourner toute sa machinerie cellulaire, sauf que c'est là que Sputnik intervient. En infectant son virus, il va l'empêcher d'utiliser la machinerie cellulaire de l'amibe, et va l'utiliser pour lui, à se répliquer lui-même. Virus de virus. Et la plupart des virions de mammavirus qui vont réussir à être produits seront inopérants et seront donc inutiles. Et donc à la fin de cette réaction en chaîne, on va avoir la libération de plein de virophages qui vont se mettre en quête d'autres virus géants infectés pour justement faire leur boulot de virus. Mais il y a quelque chose d'encore plus sournois. Sputnik 2, lui, ne va pas s'embêter avec tous ces détails. Lui, il va juste infecter son hôte, le laisser faire son boulot, mais au moment de mettre l'ADN dans la capside... Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Il va mettre son propre ADN dans la capside, laissant le virus géant en plan. Et toc, remonte ton slibard, l'otard.
donc avec son ADN libre et donc se faisant dégrader lorsque la cellule hôte va lyser. Et là on touche à quelque chose qui est encore plus tordu, parce que ces virophages, ils peuvent être utilisés par des bactéries ou des amibes pour se défendre. En effet, certains virophages sont intégrés au génome d'un hôte, et lorsque cet hôte va percevoir l'infection par un virus géant, eh bien il va activer justement ce processus de création de virophages, créant donc plein de virophages à l'intérieur de sa cellule, et lorsque cette cellule va mourir, non seulement elle ne va pas relâcher de virus géants, mais elle va en plus relâcher une multitude de virophages qui vont traquer les virus géants et donc protéger la population de cette amibe ou cette bactérie. Microbiologie, c'est vraiment un monde de tarés en fait. Et là vous allez me dire avec tout ça, est-ce que les virus géants avec leur attirail de cellules sans être une cellule, mais en étant un peu vivants, ils ont moyen de se protéger par rapport à ça? Et la réponse est oui, ils ont Mimivir. J'essaierai de mettre le truc. Mimivir, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ça, on ne va pas parler de Mimivir, on va parler de quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas, ça a été découvert par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, et elles ont reçu un prix Nobel pour ça en 2020. Et en fait, comment dire, c'est un peu le système antiviral d'une bactérie. Ça va permettre à celle-ci de se rappeler d'une infection virale, et justement de contrer une prochaine infection. Ça va notamment être transmis par transfert de gènes horizontaux, par exemple. Alors, il y aura un épisode sur CRISPR-Cas, puisque c'est quelque chose, 1, de très intéressant, 2, de très populaire sur YouTube, et 3, vous en avez sûrement entendu parler, parce qu'un généticien chinois aurait fait des choses un peu cheloues avec des êtres humains. Mais bref, CRISPR-Cas, ce sont en gros des ciseaux moléculaires. Retenez ça. Et les virus, ils ont ça. Ça s'appelle Mimivir. Et ça leur permet justement de garder en mémoire cette infection, d'avoir un contre aux infections par des virophages. Ça va notamment reconnaître de l'ADN étranger et le dégrader. Chose intéressante, la structure 3D de la protéine Mimivir et du complexe CRISPR-Cas se ressemblent beaucoup. Bon, maintenant vous allez me dire, oui c'est bien beau, mais à quoi ça sert les virus géants? Pourquoi on s'embête avec ça? Eh bien, non seulement c'est une découverte importante, parce qu'on se retrouve avec des organismes qui sont visibles avec un microscope, mais qu'on avait totalement ignoré il y a une vingtaine d'années, et ça veut dire qu'écologiquement, ils ont une importance capitale. Déjà, en tant que virus, ils jouent un rôle important. Ils servent de sac à gènes, à diversité génétique. Ils vont jouer exactement le même rôle que leurs plus petits contemporains. Mais notamment, ils peuvent nous renseigner sur l'évolution du vivant. Parce qu'on se retrouve avec d'énormes organismes qui ne seraient pas vivants selon certains. Étant donné que ces virus géants sont partout, dans notre cavité orale jusqu'aux endroits les plus extrêmes, on peut se poser des questions à quel point ils sont importants. C'est un nouveau domaine du vivant qui mérite d'être étudié et qui demande plus de considération. Donc c'est ça les virus géants. Des organismes dont on a cru au début c'était des bactéries, dont on s'est rendu compte que c'était des virus, et qui, à chaque article, dévoilent un peu plus sur eux-mêmes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Cet épisode est un peu particulier dans le sens où je me suis beaucoup aidé d'une vidéo qui sera en description sur les virus géants. C'est un petit cartoon, c'est en anglais, mais même si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est très intéressant et je vous conseille de le regarder. N'hésitez pas non plus à regarder les sources qui seront en commentaire et à voir les différentes informations en description. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter et à vous abonner. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.